Bienvenue à tous au Parle Partout podcast présenté en collaboration avec le Forum des affaires mondiales d'HEC Montréal. Je suis Miles Kabaka, chargé de projet et finissant la maîtrise en gestion des affaires internationales. Bonjour à tous, je me présente Simon Brisebois, également chargé de projet et finissant à la maîtrise en gestion des affaires internationales à HEC Montréal. En temps normal, le forum aurait pour but de créer des événements commerciaux ou organisationnels dans lesquels on présente les enjeux socio-économiques de diverses communautés. Mais en raison de la période actuelle, on s'est dit on va se pencher sur les enjeux locaux. Puis avec la pandémie, c'est malheureusement pas possible de créer des événements en présentiel. Donc, Miles et moi, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire qui ressortirait de l'ordinaire pour justement atteindre le plus de gens possible. Et on est venu avec l'alternative de créer des podcasts. Et voilà, puis cette fois-ci, le thème un peu plus local, comme on disait, les enjeux socio-économiques des peuples autochtones. On trouvait que c'est quelque chose qui est trop souvent ignoré. Et cette fois-ci, on s'est dit, pourquoi pas se lancer là-dedans? Au lieu de regarder en dehors du Canada, penchons-nous au Québec. Et Simon et moi, on est loin d'être des experts de la question. Donc, on s'est dit, ça serait le mieux serait d'en inviter pour qu'ils viennent nous éduquer, qu'ils viennent nous sensibiliser. Et puis, voilà, en exact. fait. Hein. Puis on va aborder différents aspects de cette réalité, notamment le racisme systémique, l'aide gouvernementale, les problèmes à travers l'histoire, le partage des ressources et plus encore avec les différents invités qu'on va recevoir. Mm-hmm. Et voilà. Sans plus tarder, oui. Bonne écoute et bon n'oublions podcast. pas, bon podcast, parlons-en partout. Parlons-en partout. Ben, pour commencer, salut Joliane. Salut! Ça va bien? Ça va super bien. Moi aussi, ça va bien. Moi aussi, ça va bien. Good. Pour commencer, je voudrais te dire qu'au nom du Forum des affaires mondiales, de Miles et de moi-même, on est super heureux de t'accueillir aujourd'hui pour cette première édition du Parle Partout. C'est réciproque. Moi aussi, je suis super contente de pouvoir participer à votre premier podcast. Oui. On est conscient qu'avec les plus récents événements qui ont été très médiatisés, puis ceux qui ont malheureusement pas été médiatisés, c'est important de parler des enjeux qui touchent les Premières Nations. Et le but derrière l'épisode d'aujourd'hui, c'est aussi de ne pas laisser retomber la poussière pendant qu'il faut continuer d'en parler tant qu'il n'y a pas de changement. Puis on pense justement que de t'avoir aujourd'hui, ça va permettre potentiellement ce changement. Alors, encore une fois, merci. Absolument. Je vais céder la parole à Miles qui va commencer l'épisode d'aujourd'hui. Ben c'est ça. Donc, comme on en parlait un peu plus tôt, on voulait vraiment mettre la lumière là-dessus, sur toi, sur ton héritage et sur ton histoire, en fait. Donc, si on peut commencer par ça, y aller avec... parle-nous de toi, ce que tu fais comme travail, comment tu t'es retrouvée ici. Donc, moi, c'est Joliane Héroux-Brazeau. Je suis présentement à la maîtrise en développement organisationnel à HEC. Moi, je suis Première Nation, donc je suis de la nation du Lac-Simon, Anishinaabe. Puis, en fait, ça me fait vraiment plaisir de parler de ce que j'ai vécu, parce que ça fait pas super longtemps, en fait, que je peux dire que je peux m'appeler autochtone, parce qu'avant... on va en parler un peu plus tard, mais je me désignais pas avec le vrai terme. Puis, ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je travaille aussi au Service aux Autochtones Canada. Donc, ça, c'est le ministère fédéral qui... moi, en fait, je suis dans l'équipe de liaison. Donc, ce que je fais, c'est que je travaille avec des agents de liaison qui s'occupent de la santé des Premières Nations. Donc, nous, on est vraiment le point de contact premier entre le gouvernement et les communautés autochtones du Québec. Ah, ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Puis comment est-ce que tu perçois est-ce que tu vois l'amélioration ou les résultats de ton rôle au sein des communautés? Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui se fait très, très graduellement. Il y a beaucoup de travail à faire. Tu sais, on part de loin. Mais je suis vraiment contente de travailler au gouvernement parce que ça en prend des Premières Nations qui sont là pour représenter. Justement, moi, je co-préside le
le comité des employés autochtones à mon travail. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment parler de plus en plus de la réalité parce que même les gens, c'est pas tous les gens qui travaillent au gouvernement qui sont vraiment au courant de ce qui se passe. Donc, en tant que coprésidente, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment favoriser comme l'empathie, de démontrer qu'est-ce que les Autochtones vivent. Donc, dernièrement, pour la journée du 30 septembre, en fait, j'ai fait venir une personne qui a partagé son expérience et l'expérience de ses parents dans les pensionnats. Dans les pensionnats. Donc, ça a vraiment touché beaucoup, beaucoup de gens, aller jusqu'à même faire pleurer des employés. Donc, on est vraiment contents. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qui se fait présentement. Est-ce que c'est un peu c'est comme un accomplissement un peu pour toi de partir de ta culture, de ton histoire, et de là pouvoir en faire un emploi, pouvoir en faire un lien, comme tu expliquais, entre le peuple québécois et les peuples autochtones? Donc... Ah oui, absolument. Je me suis jamais sentie autant à ma place, en fait. Je pourrais pas être mieux placée parce que c'est ça, ça fait pas très, très longtemps que je peux me reconnaître dans ma culture. J'ai été vraiment... j'ai vécu longtemps sans savoir vraiment de où je venais. Donc, pour moi, c'est aussi comme une recherche identitaire qui se fait vraiment... puis notamment, depuis que je travaille au gouvernement, ça se fait encore plus. J'en suis sûre. Puis ça fait combien de temps que tu travailles là? Ça va faire bientôt 1 an. Donc, c'est quand même assez récent. Okay. Puis, même là, en ce moment, je fais une maîtrise en développement organisationnel. Donc, c'est vraiment quelque chose que je veux offrir aux communautés. J'aimerais vraiment comme être en mesure de pouvoir faire vraiment du changement pour, en fait, voir les résultats concrètement auprès des Premières Nations. Tu parles tantôt de que ça fait pas très longtemps, ça fait 2 fois que tu le mentionnes, donc là, je me sens intéressé. Ça fait pas très longtemps que tu te considères comme ça. Est-ce que tu essaies de dire que tu le savais pas avant que tu l'étais, ou le sentiment d'identification est venu tout récemment? Oui, c'est ça. En fait, le sentiment d'identification est venu récemment parce que moi, en fait, j'ai grandi dans les centres jeunesse. Donc, j'étais vraiment déconnectée. Je peux parler de ma mère aussi. Ma mère, elle a grandi aussi dans les familles d'accueil. Fait que c'est quelque chose que, historiquement, les Autochtones, on a été vraiment comme déculturalisés. Donc ça, on va en parler un peu plus tard, j'imagine. Mais c'est quelque chose dont je suis vraiment fière présentement. Est-ce qu'il y a une suite d'événements ou un événement en particulier qui a comme été le déclic pour toi, qui a fait que là je le sens, là je suis à 100% fière et puis je m'identifie à ce bagage historique-là? Bien, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours comme chicoté un petit peu. Mais ma sœur, moi, c'est vraiment ma sœur qui m'a permis de me connecter, puis aussi d'avoir été dans ma communauté physiquement, puis de connecter avec ma famille, ça m'a vraiment aidé au niveau identitaire. Est-ce que toi et ta sœur avez grandi ensemble? Ou... Non, ben dans le fond, on était séparés. On a toujours été proches, mais comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai grandi dans les centres jeunesse. Donc, moi, mon frère et ma sœur, on a été répartis dans des familles différentes. À partir de quel âge tu as été dans ces familles d'accueil-là? J'ai été placée en famille d'accueil à l'âge de 6 ans parce que ma mère elle a vécu beaucoup de difficultés. Puis, avec ma sœur et mon frère, on a été séparés. On a grandi dans une seule famille d'accueil, mais après ça, on a été séparés. Et est-ce qu'il y avait... Je pose une question comme ça. Est-ce qu'il y avait une volonté de ces familles-là, d'accueil-là, de te laisser découvrir un peu ton héritage, ou c'est pas nécessairement fermé, mais est-ce qu'il y avait une possibilité pour toi d'en apprendre plus, même dans une famille qui n'était pas autochtone? Non, pas du tout. On m'a jamais laissé la chance de connecter avec ma culture, malheureusement. OK. Puis, quand tu étais, par exemple, plus jeune, au primaire, secondaire, est-ce que dans les cours d'histoire, je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais comment est-ce que tu percevais ta culture quand les professeurs en parlaient? C'est drôle, hein, parce qu'au secondaire, on apprend qu'on est des Amérindiens, qu'on vit dans des tipis. On ne voit
on n'apprend pas vraiment la vraie histoire. Tu sais, la vraie histoire, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était à l'université. Puis c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup choquée et fait de la peine. Tu sais, dans les cours d'histoire, on nous apprend les Amérindiens. Déjà en partant, c'est pas le vrai terme. Le terme amérindien, en fait, c'est un terme qui découle du colonialisme. Lorsque les colonisateurs sont arrivés ici, ben ils pensaient qu'ils étaient en Inde parce qu'historiquement, ils cherchaient l'Inde pour les épices. Puis là, quand ils ont découvert qu'ils étaient en Amérique, ils nous ont baptisés les Amérindiens. Puis c'est un terme en plus que, tu sais, on entend souvent. J'ai même dû reprendre un prof dernièrement à la maîtrise pour lui dire que ce n'était pas le vrai terme. Donc, voilà. Mais c'est ça, donc on y est là. Tu viens d'expliquer qu'il y avait cette disparité entre ce que tu as appris à l'université, qui est la vraie histoire, comme tu disais, et la fausse, enfin, celle qui n'est pas complète, que Simon, moi et toi, j'imagine, on a appris avec la traite des fourrures, puis comment... Les maisons longues. Les maisons longues, exactement. Ça se limite malheureusement un peu juste à ça. Oui. C'est très triste. C'est très triste parce que ça fait juste favoriser l'ignorance auprès du peuple. Tout ce qui est... Tu sais, quand on parle de réserve, tu sais, à la base, les réserves... Bon, est-ce que vous voulez qu'on commence à... Allons-y. Oui? Lançons-nous. Oui. Dans le fond, la création des réserves, ça découle en fait d'un besoin économique du gouvernement. Qui avait besoin autrefois. Donc, c'était dans le temps de John A. Macdonald qui voulait faire un chemin de fer à travers tout le Canada. Puis, les Autochtones ils s'opposaient beaucoup parce que, tu sais, culturellement, les Autochtones, on est vraiment proches de la terre. On a beaucoup de respect pour l'environnement. Tu sais, c'était vraiment un mode de vie, tu sais, axé sur la nature, puis pas du tout au niveau économique. Donc, c'est ça qui est arrivé, en fait, c'est que John A. Macdonald a voulu faire un chemin de fer, puis les Autochtones se sont opposés dans le temps, donc ce qui a mené aussi à la loi sur les Indiens, puis la création des réserves. Qui était autrefois appelé l'acte des sauvages, je me trompe. Oui, c'est ça. Juste le terme est très péjoratif. Ça en dit long, oui, sur leur perception. Oui. Puis est-ce que tu veux... dans nos échanges précédents, on avait parlé justement de l'importance de l'histoire. Oui. Est-ce que ce serait quoi l'ordre chronologique de l'histoire qui serait important à mentionner selon toi pour que justement les gens comprennent mieux les enjeux? Bien, c'est sûr que, historiquement, les Autochtones ont aidé beaucoup dans les batailles lorsqu'il y a eu la Constitution. Donc, oui, les Autochtones ont participé aux guerres avec les colonisateurs. Mais après ça, une fois que les Autochtones n'étaient plus vraiment utiles, on a voulu comme les tasser un petit peu. Donc, c'est là qu'on a créé la loi sur les Indiens dans le temps. Donc, ça, c'est une loi qui a été créée en 1876. Puis, c'était une loi, en fait, qui voulait tuer l'Indien, donc tuer le sauvage, justement pour éviter qu'elle s'oppose à tout ce qui est développement économique. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été mises en place suite à cette loi-là, notamment le régime des pensionnats indiens. Oui. Donc, c'était atroce. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait enlever toute la culture aux Premières Nations. C'est ça, en fait, le régime des pensionnats, c'était triste. Dans le fond, à la date du 30 septembre, les enfants devaient aller dans les pensionnats où ils se faisaient vraiment maltraiter. Il y avait beaucoup de violences sexuelles. On séparait aussi comme les enfants de leurs parents pendant longtemps pour éviter... Ils n'avaient pas le droit de parler leur langue. Puis, il y a même eu des choses qu'on ne connaît pas, comme par exemple, ils faisaient des tests sur les enfants. Ils les laissaient comme plusieurs jours sans nourriture pour... des expériences vraiment comme qu'on pourrait faire, même pas à des animaux. Là. Des rats de laboratoire. Oui. Ouais. Ouais. C'est vraiment... Donc, ça, c'est quelque chose qui a laissé beaucoup de séquelles. Et encore aujourd'hui, on parle de traumatisme intergénérationnel qui affecte encore aujourd'hui les peuples autochtones. Puis,
pense sur la même lancée, c'est quand même important de mentionner que le dernier pensionnat qui a fermé, ça fait pas si longtemps que ça. Oui, on en parle 96, si je me trompe ça, pas. exactement. On était tous nés à ce moment-là. J'arrivais là, c'est ça. En 96 ans, qui imagine. Ça fait vraiment pas si longtemps que ça. C'est atroce de se dire que c'est aussi récent. Oui, ça, c'est le régime des pensionnats, mais il y a eu d'autres moyens après là, pour procéder au génocide culturel qu'on parle. Après ça, ils ont même eu beaucoup de familles d'accueil. Donc, les enfants étaient comme vraiment littéralement placés quasiment dans un catalogue où les gens pouvaient choisir quel enfant prendre. Puis, ça a été vraiment... C'est pour ça qu'on parle... Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des Scoop Survivors de 60... Non, ça me dit absolument rien. Non. Dans le fond, ça, c'est tous les enfants qui ont été placés dans des familles d'accueil parce que le régime des pensionnats n'a pas eu le succès escompté du gouvernement parce que quand il y avait pendant la période d'école, dans le fond, les enfants étaient dans les pensionnats, mais après ça, ils pouvaient retourner dans leur communauté. Fait qu'il y avait quand même la chance quand même d'apprendre leur culture. Fait que le gouvernement a vu ça comme une sorte d'échec. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé un autre moyen de pouvoir déculturaliser. Ils ont pris les enfants puis ils les mettaient dans des familles d'accueil où est-ce que vraiment totalement déconnectés de la culture traditionnelle. Puis en plus de... Ça me fait penser à ça parce qu'en plus de vouloir enlever cette identification et puis de vouloir assimiler les gens et les enfants, le but ici aussi, je pense que c'était d'imposer une image qui était fausse de l'Autochtone. Ouais. Et avec tous les préjugés qui viennent avec et tout. Et je pense que ça, c'est quelque chose... Je m'avance comme ça, mais je pense que c'était très intéressé. Ils voulaient... C'était pas un accident, tous ces préjugés-là. Non, c'était vraiment pas un accident. Et le but, en fait, c'est que... pour se préparer, on a regardé le documentaire Le Peuple invisible de Richard Desjardins. Et puis, il en discute de ça, justement, de toutes ces techniques, ces tactiques d'assimilation et de comment on a essayé justement, d'anéantir cette identification-là. Oui. Et il y a un passage où l'intervieweur, l'animateur, il pose une question à un couple de personnes âgées qui habitent près des réserves. C'est ça, exactement. Je sais clairement de quel passage tu parles. Et ce couple de personnes âgées-là, ils ont plein de préjugés sur les peuples autochtones qui avoisinent là où ils habitent. Et donc, ils disent tous les trucs, ils paient pas de taxes, ils sont pas sérieux, tout ce qu'on entend habituellement. Et l'animateur leur demande, OK, mais dans ce cas-ci, est-ce que vous aimeriez échanger votre place avec eux? Alors, non. Puis tu vois qu'en fait, c'est comme, on sait très bien qu'ils sont pas dans une bonne situation, mais on se permet quand même de dire qu'ils l'ont facile et tout. C'est très hypocrite, en fait. Oui. Puis même si on peut même faire un parallèle avec ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Écosse avec les homards. Je sais pas si te suis. En fait, vas-y, Simon. Oui, ça monte. Vas-y. Il y a les périodes de chasse et pêche réglementées par le gouvernement, puis il y a les périodes des peuples autochtones qui sont plus historiques. Eux, ils pêchent à un moment différent. Et ce qui fait en sorte que si le peuple autochtone pêche, à certains moments, ça peut être considéré comme du braconnage selon la loi. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des pêcheurs commerciaux qui étaient frustrés de ça, puis qui ont brûlé un bâtiment de pêche en Nouvelle-Écosse il y a environ un mois. Puis là, c'est ça, la GRC, l'armée et tout était apporté sur place. Ouais. Mais ça revient un peu à même ce qui est arrivé avec les Mi'kmaq en 1980. C'est une histoire un peu sans fin. Oui, c'est sûr que ça va toujours être conflictuel, je pense, parce que d'un côté, tu as les valeurs traditionnelles qui prônent le respect de la nature, de l'environnement, puis tu as de l'autre côté l'aspect économique de la société dans laquelle on vit présentement. Il y a eu plein d'événements comme ça dans l'histoire qui se sont passés
Moi, quand je suis allée en Abitibi, je suis allée il y a 2 mois, puis tu sais, j'ai vu les barrages là, pour la chasse, là, ou les Autochtones. Puis tu sais, dans les journaux, je voyais comme sur Facebook, mettons, tous les commentaires haineux qu'on... Mais tu sais, à la base, c'est que c'est une frustration là, qui découle de plusieurs décennies là, qu'on parle. Les territoires, il y a beaucoup de territoires là, qui ont été volés. Fait que, on peut comprendre aussi la frustration des avec raison, autochtones. Complètement. Ouais. Et si on peut développer un peu sur ce vol de territoire-là, dans le documentaire, il discutait de comment la plupart de ces, je vais mettre ça en quotation, deals de on vous cède le territoire n'ont pas été faits dans les règles de l'art. Et je ne sais pas si tu as une expertise un petit peu plus poussée sur moi, mais sais-tu comment, c'est quoi les paramètres qu'ils utilisaient pour forcer les gens à quitter leur territoire? Bien, c'est sûr que c'était tout encore dans le régime des pensionnats, puis tout ça, c'est comment ils ont fait pour... les territoires à la base, ici, même Montréal, là, les gens ne savent pas, mais Montréal, c'est un territoire Mohawk qui n'a jamais été cédé. Oui. Donc, on vit ici sur un territoire Mohawk qui n'a jamais été cédé au niveau, parce qu'il y a eu des comme mettons, à Oka, la communauté qui a Nesitake. À la base, il leur avait donné un grand territoire, mais il y a certaines familles qui ont décidé de les vendre à des Blancs. Oui. Donc, tu sais, ça, déjà en partant, c'est déjà un petit peu plus... ça respecte les principes de justice, mais il y a beaucoup de territoires qui ont juste été pris et volés, malheureusement. Puis, est-ce que tu penses justement que le fait que ce soit le gouvernement qui désigne quel territoire est acquis, c'est aussi un problème? Parce que justement, si, à l'inverse, ils veulent le reprendre, c'est un peu eux... Oui, bien c'est sûr que c'est toujours des enjeux de pouvoir exact. Qui est derrière tout ça, malheureusement. Mais en tant que citoyen, puis tout ça, je pense qu'on peut juste se montrer un petit peu plus compréhensif, puis démontrer de l'empathie, en fait, pour tout ce qui est arrivé aux Premières Nations. Mm-hmm. Le dernier, il y a eu j'ai pas les chiffres en tête, mais il y a eu une dernière mise à jour de la loi sur les Indiens à la fin du dernier siècle. Et je voulais qu'on aborde un peu ce sujet-là, donc la loi sur les Indiens, parce que c'est encore en application. Et je voulais savoir comment, disons, c'est quoi les règles, pas les règles, mais les grandes lignes de cette loi-là, pour un peu démystifier ce que les gens pensent de ce que c'est et ce que c'est en vrai pour vrai. Oui, donc c'est ça, la loi sur les Indiens, dans le fond, c'est une loi qui donne un statut, donc le statut indien qu'on appelle. Puis les gens, comme tu disais tantôt, c'est sûr que c'est un statut qui peut avoir certains privilèges, comme les gens vont penser. Ouais. Mais qui est vraiment... qui a c'est un couteau à double tranchant, en fait. Parce que, ça donne vraiment le statut, genre, t'es un Indien, t'es à part. Donc, c'est vraiment... Ça ne favorise vraiment pas l'égalité, en fait. Puis, quand justement tu parles des avantages et tout ça, c'est quoi les caractéristiques qui sont rattachées à avoir ce statut? Bien, c'est sûr que tout ce qui est frais médicaux, frais aussi pour la vue, pour dentaire, c'est des choses qui sont couvertes par le gouvernement. Moi, je travaille là-dedans, donc c'est des services non assurés qui sont pris en charge par le gouvernement. Mais c'est ça vient... Il y a juste le fait d'être statué comme Indien. Premièrement, Indien, c'est pas le vrai terme. On le sait. Je vous l'ai dit, je pense. Non, mais on ne le dira pas assez souvent, je pense. Non, si ça continue encore aujourd'hui. Je vais toujours continuer, même si des fois ça va offusquer des gens. Même mes propres amis, je leur dis non, je ne suis pas une Amérindienne, je suis une Anishinaabe. Oui. Et. Non, vas-y. OK. Merci, mon ami. Il n'y a pas de problème. Si on va encore plus loin dans l'émancipation du statut d'Indien, donc la perte, comment est-ce que c'est perçu, par exemple, de quitter la réserve et tout ça? Ou qu'est-ce qui peut faire qu'on perde ce statut? Ben c'est sûr que pour
dans le fond, le gouvernement a mis en place des certains avantages de vivre dans une réserve. Mais si on parle de comme quelqu'un qui veut quitter une réserve pour, mettons, déménager en ville ou quelque chose, c'est très difficile pour vrai pour les personnes qui veulent quitter les réserves parce que déjà en partant dans la culture autochtone, c'est une communauté. Okay? Fait que chaque personne a sa place dans la communauté, autant les aînés que les enfants. Fait que, c'est vraiment tout ce qui est aspect communautaire, c'est vraiment important pour les Premières Nations. Fait que, souvent, on va leur dire, ben pourquoi ils restent tous ensemble, éloignés, puis tout ça. Mais c'est vraiment dans le mode de vie traditionnel qu'on vivait comme ça, en fait. Donc, mais je pourrais pas m'avancer vraiment sur qu'est-ce qu'on perd ou qu'est-ce qu'on gagne si on reste dans la réserve. Mais je peux juste comme vous expliquer un petit peu pourquoi c'est tant difficile des fois pour les personnes de sortir des réserves. On sait qu'il y a quand même de problématiques dans les communautés. Ben oui. Donc, des problématiques qui vont découler encore des traumatismes intergénérationnels auxquels doivent vivre les Autochtones présentement. Oui. C'est ça. Et puis, il y a aussi, supposons que tu es un Autochtone qui décide de quitter ta réserve et venir vivre en ville où tu deviens une minorité dans ton propre pays, toujours. Ouais. Et il y a encore un autre choc, encore un autre choc très violent de vivre ici, étant seul. Et puis, comme tu mentionnes, l'aspect communautaire, tu l'as perdu. Ouais. Comment ça se passe? En fait, je pense que c'est un bon transition pour toi qui es ici, qui habite dans Montréal, mais qui a ce rattachement. Comment tu le sens sens-tu une solitude, en fait? Ben oui, c'est sûr que juste le fait que je parle pas ma langue, c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. J'en apprends un petit peu, j'essaie d'en apprendre de mon côté, mais c'est quelque chose que j'ai perdu puis que je pense pas que je peux retrouver comme facilement comme ça. Mais ouais, pour les Autochtones qui vivent vraiment, il y a beaucoup de situations d'itinérance autochtone à Montréal, malheureusement. Donc, on peut vraiment voir aussi la perte identitaire que peuvent vivre ces personnes-là. Oui, et je pense que c'est aussi bon moment qu'un autre pour en parler. Il y a un quote, je vais paraphraser, je ne le connais pas par cœur. C'est George Orwell qui a dit en anglais que la meilleure façon d'anéantir un peuple, c'est de lui faire oublier sa propre histoire. Ouais. Et jusqu'à maintenant, ce n'est que ça qu'on entend de ta bouche. On parle d'assimilation, on parle de perte identitaire, on parle de si tu es dans la réserve, tu as ces balises-là, tu as ces frontières-là, tu peux pas quitter. Et si tu décides de quitter, mais tu te retrouves dans un océan de personnes qui te ressemblent pas. Et donc, exactement. Comment peux-tu encore avoir envie de te rattacher à une histoire qui ne t'a pas été favorable jusqu'à maintenant, tu comprends? Donc, ça doit être très difficile pour ces personnes-là. C'est très, très, très souffrant pour les Premières Nations de vivre avec ça. Mais en même temps, on va quand même y aller dans un aspect plus positif parce que on est vraiment un peuple qui est résilient, que malgré tout, tout ce qu'on a vécu, il y a encore quand même beaucoup d'espoir auprès des communautés. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont mises en place par le gouvernement, donc des moyens d'avancer dans la guérison de tout ce qui s'est passé. Ouais. Est-ce qu'il y a on parle de moyens pour les gouvernements. Est-ce qu'il y a des responsabilités qui sont laissées aux provinces où tout est réglé ou bien tout est géré par le gouvernement canadien? Donc, autrefois, c'est ça. Dans le fond, le gouvernement, dans l'idéologie du colonialisme, en fait, c'est qu'on va prioriser, on va penser qu'un peuple est supérieur à un autre. Là, présentement, on sait que le gouvernement veut vraiment favoriser le processus de réconciliation avec les Premières Nations. Canadiens. Oui, parce que le provincial, ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Mais oui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Moi, je peux en parler, je travaille là-dedans. Oui, bien sûr. Donc, le processus de gouvernance, donc vraiment de favoriser l'autonomie des communautés parce que c'est les communautés c'est eux qui sont le plus aptes à savoir, à connaître leurs besoins, puis à savoir comment gérer leurs propres choses. Donc, par exemple,
il y a certaines communautés qui ont leur propre DPJ, donc Direction de la protection de la jeunesse. Donc, eux-mêmes, ils vont genre gérer comment, tu sais, le maltraitance envers les enfants, mais de manière, tu sais, adaptée à leurs besoins culturels. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut féliciter. Vraiment. Il y a aussi le transfert des postes d'infirmières. Donc, avant, c'était le gouvernement qui envoyait les infirmières là-bas. Maintenant, c'est eux qui vont gérer leur propre... poste de soins. Donc, c'est toutes des petites actions comme ça qu'on peut quand même féliciter le gouvernement donc, de faire avancer les choses. Génial. Retournons un peu dans tout ce qui est vivre en dehors de la communauté et le quotidien. Je voulais qu'on aborde le sujet du racisme systémique. Oui. On en a entendu parler beaucoup cette année, 2020, bien sûr avec le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, mais ça nous a un peu, en tant que Québécois, ça nous a touché beaucoup. Ça nous a touché aussi, oui, en tant que Québécois noirs, mais ça nous a aussi montré nos fléaux et nos failles en tant que peuple, peuple. Et toi, Juliane, quand je t'ai rencontré, on était en classe ensemble. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je ne savais pas que tu étais autochtone parce que, écoute, c'est pas écrit sur ton front. Et c'est pas comme si tu le cries sur tous les toits. Et donc, je voulais savoir comment, vu que tu es un peu dans l'ombre, OK? Quand tu marches dans la rue, c'est pas écrit, puis c'est pas vrai qu'on a tout ce qui est plumes et puis autres, on se promène dans la rue, puis c'est ça. On le sait pas. Donc, tu dois entendre sans qu'on fasse attention à toi, tous ces préjugés-là qu'on entend et tout le j'en perds mes mots aujourd'hui. Mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est que oui, j'entends tout le temps des préjugés, puis c'est pas vrai, c'est quelque chose qui... Au début, ça me fâchait, ça me frustrait. Tu sais, je vivais beaucoup de frustration là, quand j'entendais des termes... mettons, jusqu'à tout récemment, les Indiens, c'est tous des alcooliques, ou faut pas leur donner d'alcool. C'est des choses qui viennent vraiment me chercher, au début, que ça me frustrait. Mais là, je me suis demandé pourquoi je vais vivre dans la frustration. Au lieu de ça, ce que je me suis dit, je vais me guérir de ça. Donc, en parlant, comme je fais aujourd'hui, comme j'ai fait en classe l'autre fois, c'est d'aller parler vraiment, puis d'éduquer, de transmettre la vraie information. Je pense que c'est comme ça qu'on peut comme ça guérir. Mais je pense que le changement passe beaucoup par l'éducation. C'est ça, justement, qu'on essaie de faire aujourd'hui. Puis si on va justement dans un parallèle de l'éducation, ce serait quoi, selon toi, les réformes à faire? Ah, ben ça, c'est sûr que... Il y en a beaucoup. Mais on va parler brièvement du cours d'histoire, mais comment est-ce qu'on pourrait justement faire une réforme qui serait plus inclusive? Justement, je pense que déjà en partant, en changeant tout ce qui est écrit dans les manuels scolaires, je pense que ça pourrait vraiment aider, dans le fond, de connaître la vraie histoire. Tu sais, je pense qu'on est assez fort en tant que peuple québécois pour reconnaître ce qui s'est mal passé, d'apprendre des erreurs, d'apprendre puis d'aller de l'avant là-dedans. Donc, je pense que déjà en partant de changer les termes utilisés dans les manuels scolaires, puis de raconter la vraie histoire, dans un monde idéal, j'aurais aimé que la vraie histoire se raconte à l'ensemble de la population, non pas juste à ceux qui vont à l'université, parce qu'il y en a 2-3% de la population qui vont à l'université, qui connaissent la vraie histoire. Donc, je pense que déjà, ça serait un pas vers l'avant de pouvoir changer l'information qu'on trouve dans les manuels scolaires. Oui, bien sûr. Et puis, de cette manière-là, quelqu'un comme ton fils peut grandir en n'ayant pas à avoir ce poids de devoir rattraper les gens. Oh non, c'est pas amérindien. Parce que c'est vrai que c'est un poids. C'est vraiment un poids qu'on a sur les épaules de toujours. C'est ça, comme je te dis, ça me frustrait beaucoup, beaucoup avant, mais là, maintenant, je me suis dit, on va éduquer, puis plus qu'en parlant, ça... Mais c'est aussi d'enlever une certaine censure, je pense, dans les livres, puis justement, plus d'admettre nos erreurs. Personne n'était au courant qu'il y avait eu beaucoup d'esclavage chez les peuples autochtones au Québec, jusqu'à ce que... Moi, par exemple, je l'ai appris durant le mouvement Black Lives Matter. Puis
c'est limite inconcevable parce que l'argument, c'était « Ah, au Québec, on est moins pire. » Puis là, maintenant, on fait « Ah, attends une seconde. » Mais c'est pas normal qu'on l'apprenne maintenant. Non, c'est pas du tout normal. Je suis super d'accord avec toi. Puis le Canada est souvent reconnu comme le champion de du multiculturalisme. Champion, entre guillemets. Mais dans sa conception même, c'est basé sur une idéologie du colonialisme. Donc, des gens partant, c'est tout ce qui est comment le système a été monté. Des gens, c'est comme ça qu'on peut parler de racisme systémique. Puis d'ailleurs, c'est important de mentionner, le Canada a été dénoncé plusieurs fois par l'ONU sur son traitement de ces peuples autochtones. Donc, c'est très hypocrite de se mettre sur un cheval blanc et regarder les Américains de haut. On n'est pas à applaudir ici. Là. On est loin de ça. Mais si je peux me permettre, le mouvement Black Lives Matter, je trouve que, en tout cas, pour moi, je vois ça comme un modèle. Parce que, le peuple noir a réussi quand même à avoir une certaine reconnaissance internationale de l'esclavagisme. Une chose qu'on n'est pas encore rendu là avec la réalité des Autochtones, mais quand même, je trouve que c'est une belle inspiration pour les peuples autochtones de pouvoir s'inspirer de ce mouvement-là. Complètement. Oui, puis je fais plein de liens en ce moment, c'est super. Ces genres de mouvements-là sociaux, disons cet été, on a vu donc Black Lives Matter. On a vu qu'après, ça a affecté les peuples autochtones. Et puis, ça a mené aussi, je pense, à la deuxième vague de MeToo qu'on a vécue aussi sur les violences faites sur les femmes et tout. Ouais. Et je voulais savoir si tu le sais ou si tu l'as vécu, s'il y a une intersectionnalité de ce racisme systémique-là. Ce que je m'explique, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est dans la grande famille du racisme systémique fait envers les peuples autochtones, il y a des gens qui le vivent différemment ou des gens qui, en plus de le vivent du sexisme parce qu'ils sont des femmes, vivent de l'agisme, je pense, pour ceux qui sont personnes âgées. Ouais. Et donc, y a-t-il, en plus de ça, ce poids de différents ismes qui pèsent aussi? Ben oui, absolument. Donc, en 2019, il y a eu une enquête nationale sur les femmes et filles portées disparues autochtones. Donc, on peut parler de racisme systémique. Donc, pourquoi? Parce que c'est une femme autochtone, on peut pas monopoliser, mettons, les ressources pour pouvoir la retrouver. Ou, tu sais, c'est comme si, de la manière que les femmes autochtones sont traitées dans le système, tu sais, c'est vraiment... sont traitées avec... l'infériorité carrément. Puis ça, c'est vraiment frustrant parce que, tu sais, dans la culture autochtone, la femme, c'est tellement précieux, c'est elle qui porte l'enfant. Fait que, tu sais, c'est toujours aussi comme, on dirait, dans une perspective d'enlever comme les valeurs traditionnelles autochtones. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment frustrant. Ça va encore plus loin que ça. Si on prend des exemples, je me souviens qu'en Alberta, il y avait eu une comparaison qu'une jeune fille blanche s'était fait enlever, puis une jeune fille amérindienne dans l'espace d'1 an. Ouais. J'ai dit amérindienne, pardon, autochtone. T'aurais dû me reprendre. T'aurais dû me reprendre. Non, c'est correct, mais c'est pas de ta faute, regarde. C'est ton éducation qui fait en sorte de... Il n'y a pas de problème. Je t'en veux pas. Merci. Mais c'est ça. Puis dans les journaux... Ça a été super médiatisé pour la jeune fille blanche. Puis il y a eu à peine un article de journal à l'inverse pour l'autre. Puis ça, c'est justement le genre de trucs qui doivent changer. Le traitement égalitaire n'est pas là du tout. Non. Non, puis ça, c'est toujours... c'est toujours un combat qu'on va avoir, hein, je pense. En tout cas, on en a pour une couple de décennies, j'ai l'impression. C'est juste dans la manière de percevoir les choses, comment le système a été créé à la base. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très frustrant. Ouais. Ce serait quoi, selon toi, les enjeux sociaux les plus importants qui nécessitent un changement plus urgent, si je me permets? Bien, c'est sûr que d'agir auprès des enfants, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être un enjeu prioritaire.
parce que les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc, vraiment, d'agir auprès des enfants, c'est quelque chose, ça pourrait être une belle manière de guérir puis de faire avancer les choses. Est-ce que ça répond à la question? Mais il y a d'autres enjeux. Écoute, oui, je peux en nommer d'autres. Là. Vas-y, il n'y a aucun problème. Prends, lâche-toi. Là, c'est sûr que l'enjeu de la consommation et tout ça chez les Autochtones, c'est quelque chose qu'on voudrait travailler. Puis au niveau des préjugés aussi, ça amène à beaucoup de préjugés. Ça. Mais écoute, je veux pas trop me lancer là-dedans parce que ça, je sais que c'est une conséquence, en fait, de toute la loi sur les Indiens puis le régime des pensionnats. Donc, c'est une conséquence, mais c'est sûr que c'est un fléau dans les communautés. Ça crée beaucoup de dommages. Tu sais, même moi, quand je suis allée dans ma communauté, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ça, mais je pense que vraiment d'agir auprès des enfants, c'est quelque chose qui pourrait... Ouais. Bon, tu parlais de préjugés par rapport à la consommation. C'est quand même drôle quand même que la consommation dans les communautés qui ne sont pas autochtones, c'est tabou, mais c'est vu comme un problème à nous. Il faut qu'on le règle. Puis on est motivé à vouloir le faire. Ouais. Et chez les Premières Nations, c'est tout le contraire. C'est comme on va leur rappeler qu'ils sont différents, puis non, il faut pas leur donner l'alcool, ces gens-là et tout. Ouais. Puis c'est pas qu'on se moque, mais on leur pointe du doigt comme s'ils avaient fait exprès d'être dépendants, alors que ailleurs, on l'accepte très bien que c'est pas de ta faute et que tu as un problème, il faut qu'on t'aide et tout. Mais là, c'est toute une autre histoire et c'est vraiment... c'est vraiment dégueulasse, c'est tout. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, à la base, je sais que les Européens, ça fait longtemps qu'ils ont l'alcool dans leur mode de vie, mais les Autochtones, avant, on ne savait pas c'était quoi, là, avant que les colonisateurs arrivent ici. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas vrai. Tu sais, on n'a même pas l'enzyme pour digérer l'alcool dans notre corps. Fait que, c'est pour ça que des fois, on peut dire, les Autochtones, quand ils boivent, ils délirent un petit peu, mais justement, c'est parce que même biologiquement, on n'a pas l'enzyme pour digérer l'alcool. Donc, c'est ça. On parlait des enfants. On parlait de comment il faut les aider. Et je vais juste faire un petit parallèle avec mon histoire à moi. Moi, je suis rwandais Tutsi. Et les Tutsis, on le sait, ils ont vécu le génocide en 1994 et d'autres génocides avant ça. Et dans nos communautés, il y a tout un aspect de comment on transmet l'histoire, comment on le dit, comment on va transmettre cette histoire-là de la bonne façon et pas celle qui est fausse. Et toi, en tant que mère, j'aimerais savoir un peu est-ce que tu sens une responsabilité d'expliquer à tes enfants et aux autres enfants peut-être de la communauté, c'est comme ça que ça s'est passé. N'écoute pas, vas-y. Moi, je pense que même si mon fils a 11 ans, puis des fois, c'est pas, tu sais, je sais qu'il est jeune, mais juste le fait de l'avoir amené dans ma communauté, ça l'a vraiment plongé dans ses racines. Pour moi, c'est super important de pouvoir d'éduquer les enfants parce que c'est eux autres là, qui vont transmettre l'information plus tard. Donc, c'est quelque chose qui est prioritaire pour moi de transmettre ça à mon fils puis de lui expliquer qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Est-ce que sais-tu exactement ou y a-t-il des outils que tu utilises avec des documentaires, des livres que tu sais que tu vas lui montrer pour l'aider à en savoir plus? Oui, c'est sûr qu'il y a des documentaires. J'aimerais ça peut-être pas tout de suite parce que des fois, il y en a qui sont vraiment très choquants. Ouais. Mais de l'avoir amené dans la communauté, là, c'est quelque chose que je suis vraiment fière. J'aurais aimé ça, moi, que mes parents m'amènent, mais malheureusement, j'habitais pas chez mes parents. La première fois que j'ai été dans ma communauté, j'avais 18 ans. Puis, j'avais 18 ans. Puis moi, en plus, j'ai été élevée comme à Montréal. Fait que ça a été vraiment un gros choc pour moi là, quand je suis allée.
j'étais pas préparée à ça parce que, tu sais, c'est quand même une réalité qui est choquante, si je peux me permettre de le dire ici. C'est que, tu sais, c'est pas comme... Il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de... Tu sais, de problèmes de toxicomanie, puis, tu sais, ça m'avait vraiment choquée. Puis là, j'étais... Même moi, qui est Première Nation aussi, qui n'était pas encore identifiée, j'ai porté des jugements. Pour vrai, j'ai porté des jugements. Je n'ai même pas pu rester une journée là-bas, puis je me suis... Non, je repars. Oui, c'est ça. Ah oui, hein? Oui, ça m'a vraiment... Tu sais, j'étais jeune, puis là, maintenant, à 28 ans, avec du recul, tu sais, je me rends compte que c'est tout le système qui a fait en sorte que je sois choquée comme ça, puis, tu sais, de prendre du recul là-dedans, c'est important. Puis au niveau de l'inclusion, comment ça s'est fait quand tu es arrivé là? Ouais, je voulais savoir ça, moi aussi. Ben, c'est toi qui venais de là. Est-ce que le sentiment d'appartenance était quand même présent? Comment tu t'es ressenti? Pas la première fois que je suis allée. Non, pas du tout. La première fois que je suis allée, je me rappelle, il y avait un restaurant, puis là, je me suis assise, je me suis commandé une poutine, j'avais faim. Je m'assois, puis là, je commence à manger ma poutine, puis là, il y a des gens qui sont rentrés. « Oh, tiens, une petite poutine, ils sont venus manger dans ma poutine. Oh. » J'ai dit « Ah, c'est quoi ça? » Ça m'a vraiment choquée. En tout cas, ils ont tous mangé ma poutine, puis là, j'étais vraiment choquée. Tu les connaissais pas, ces personnes-là? Non, c'était des gens de la communauté, mais dans le fond, c'est comme ça. Dans le partage, là, c'est vraiment une valeur qui est dans la communauté, tu sais, de... Ce qui est à moi est à toi, tu sais, c'est quelque chose que je n'étais pas habituée. Fait que maintenant, quand je suis retournée le 2 ans, avec mon fils, justement, là, tu sais, j'étais vraiment préparée, puis j'étais vraiment, tu sais, j'ai pas été choquée. Est-ce que tu as partagé ta poutine? Oui. Oui, j'ai tout partagé. Puis il y a eu combien de temps entre ta première visite et ta seconde? Il y a eu 10 ans. 10 ans. Ah ouais! OK. Oui, il y a eu 10 ans, puis ça a pris le temps que ça a pris, mais j'avais besoin aussi de réaliser comme tout ce, la déculturalisation que j'ai vécue moi-même. Puis même, tu sais, je vais aller jusqu'à ma mère. Ma mère, là, elle aussi, elle connaît pas sa culture, elle connaît pas sa langue, elle connaît pas rien. Fait... Est-ce que tu es allée avec elle à 18 ans? Oui, à 18 ans, oui. Je suis allée avec elle, mais non, récemment, non, je suis allée toute seule avec mon fils. Puis, là, ça doit être un full circle quand même. Tu vas la première fois 10 ans plus tôt avec ta maman. Et là, tu es maman et tu vas avec ton fils. Oui, j'étais vraiment... Est-ce que tu peux parler justement des différences entre ces deux fois-là? Donc, oui, tu as parlé la première fois, donc le partage de poutine, mais y a-t-il autre chose? Qu'est-ce qui m'avait choquée, tu veux dire? C'est... De choc, de différence, juste ton sentiment la première fois que tu es allée et la deuxième fois. La deuxième fois que je suis allée, c'était incroyable. Je me promenais dans la rue, puis je disais allô à tout le monde, puis tout le monde venait. J'ai même une vidéo, j'étais avec tous les enfants de la communauté, puis là, ils étaient vraiment contents de me voir. Mon fils s'est fait plein d'amis. C'était comme un grand camping pour lui. Là. Il pouvait aller de maison en maison. C'est vraiment... on rentre dans les maisons comme si c'était chez soi. Il n'y en a pas de problème. Fait que, j'ai vraiment apprécié ça. C'est comme si, genre, à chaque personne que je rencontrais, même si il venait pas de ma famille directe, c'était de la famille, je sentais vraiment l'appartenance. C'était vraiment spécial, puis ça m'a vraiment fait du bien de vivre ça avec mon fils. Puis c'est quoi le genre de rétrospection que tu as eu à travers ces 10 années-là? Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est comme comment le système m'a éduqué puis m'a déculturalisé. Je pense que c'est vraiment ça l'apprentissage que j'ai fait la deuxième fois que je suis allée. Mais c'est beau de voir que ça t'a permis ça. Merci. Parce que justement, il y a une déculturalisation. C'est quoi le chemin que tu as dû faire entre 18 et 28 de faire comme que, let's go, je donne une deuxième chance, j'y vais. Est-ce qu'il y a... J'imagine que c'est peut-être avec le travail. Je ne sais pas si c'est des gens que tu as rencontrés. J'ai eu la chance d'avoir une sœur qui était plus ouverte que moi d'esprit. Même avant, elle me disait toujours, toi, t'es raciste envers ta propre culture. C'était... Puis elle avait raison aussi, là, parce que je connaissais pas ma réalité, pas du tout. Là. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir une sœur qui était vraiment plus... Elle était plus curieuse que moi. Fait qu'elle, c'est elle la première qui... c'est grâce à elle, en fait, que je me suis ouvert plus à ma culture. C'est ta grande sœur?
C'est ma petite sœur. Ta petite sœur? Wow, OK. Elle est pas plus... Elle a 1 an plus jeune que moi, mais elle a vraiment une ouverture d'esprit. Puis c'est grâce à elle, vraiment, qu'elle m'a permis de me connecter avec ma culture. Génial. Est-ce que c'était sur un coup de tête, alors, ou il y a eu des petites étapes quand même? Il y a eu des petites étapes. Elle m'en parlait beaucoup. J'étais vraiment fermée au début, puis après ça, j'ai dit, bon, ben, je vais faire l'effort parce que j'ai vu aussi le bienfait, les bénéfices qu'elle en retirait de ça. Là. Je voyais qu'elle était comme... Tu sais, c'est un cadeau aussi, là, la culture autochtone. Tu sais, juste, je vais vous donner un exemple. Des fois, quand je vais pas bien, tu sais, je vis des choses difficiles, ben je vais aller sur mon balcon, je vais me sauger. Donc, là, tu sais, la sauge, c'est quelque chose... C'est de la médecine, en fait, que les Autochtones utilisent pour se purifier. Puis juste ça juste de faire ça m'aide beaucoup dans mon quotidien. Fait que il y a plein de choses comme ça que j'ai pu... Est-ce que tu peux donner plus de détails? Je ne sais pas c'est quoi. Ben là, ici, j'ai ma petite sauge. OK. Non, pas de la sauge, excusez-moi, de la cèdre. Donc, le cèdre, c'est... dans le fond, c'est un enseignement que j'ai eu de mon oncle. Ça nous protège beaucoup, tout ce qui est mauvaise énergie et aussi pour les maladies. Là, en ce moment, dans le temps de la pandémie, fait que je me prends... Tout le monde se demande toujours c'est quoi que je porte dans mon cou, mais c'est ça, c'est du cèdre. Le cèdre, c'est un arbre qu'on a beaucoup ici en Amérique, que les Autochtones utilisaient pour la médecine. Et donc, se sauger sur le balcon, ça ressemble à quoi? OK. Mais dans le fond, c'est une plante que je fais brûler dans un petit coquillage. Le coquillage qui représente l'eau, la sauge qui représente la terre. Quand ça brûle, c'est le feu avec l'air. Donc, ça représente les 4 éléments. Fait que ça fait vraiment un équilibre. Puis, c'est ça. Ça sent super bon. Puis, ça libère comme les... Juste l'odeur, ça libère vraiment comme les mauvaises énergies que tu peux avoir des fois dans toi. Puis aussi, j'ai lu qu'il y avait des ions négatifs quand on faisait brûler ça qui étaient dans l'atmosphère. Les ions négatifs sont là pour aller neutraliser les ions positifs qui sont pas bons pour les énergies. Fait que c'est vraiment tout ce qui est énergie. C'est très spirituel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres rituels un peu plus culturels qui sont dans ton quotidien maintenant? Oui, bien, j'ai pas fait encore là, parce que ça prend beaucoup de préparation, mais tu sais, il y a des sweat lodges, donc oui. Je n'ai pas fait encore. Je peux pas vraiment vous partager mon expérience. Peut-être dans une prochaine éventuelle rencontre. Prochain podcast. Let's go. Numéro 2 déjà. Parce que ça prend beaucoup de préparation aussi au niveau spirituel. Donc, puis sinon, il y a des feux sacrés aussi. Juste le feu, des fois, d'être assis. Quand on est assis auprès d'un feu, ça nous fait du bien, c'est réconfortant. Mais le feu, c'est une médecine aussi qui est utilisée par les Premières Nations. J'aime ça. Je voulais revenir sur un truc que tu as dit tantôt. Ta sœur qui te disait que tu étais raciste envers ton propre peuple. Ça doit pas être facile de savoir à qui ou à quoi s'identifier quand tu es de deux héritages. Tu comprends? Et je veux pas dire n'importe quoi. Toi, c'est ta mère qui était autochtone. Oui. Ton père, il est... Mon père est québécois. OK. Et est-ce qu'il y avait un combat intérieur, justement, de dire... donc, ma mère, elle est autochtone. Mon père, ses ancêtres ont fait ça. Mais aux ancêtres de ma mère, est-ce qu'il y a un oui, bien, je le sens encore. Puis, je vais être honnête, je me sens plus en sécurité de m'identifier au peuple autochtone. Parce que je trouve que les Premières Nations sont vraiment synonymes de résilience. Fait que c'est très... Je me sens vraiment plus connectée en termes identitaires au niveau... en tant qu'autochtone de l'Amérique. C'est comment je parle vraiment juste de ton expérience, j'ai pas envie que tu te dises que c'est comme ça pour toi, et que c'est comme ça pour eux, pardon, mais comment tu as été reçu, toi, en tant que personne avec 2 héritages? Est-ce qu'ils ont embrace ton... J'aurais pensé que oui,
J'aurais pensé que oui, parce que, tu sais, ça peut être normal aussi d'éprouver de la frustration envers les Blancs. Oui. Mais non, j'ai pas du tout, genre, quand que je vais dans ma communauté, on m'accueille à grands bras ouverts, puis ils sont tellement contents de me voir, là, tout le monde sort de chez eux, puis c'est comme, je me sens comme quasiment une vedette, là, tu sais. Mais c'est juste parce qu'ils sont tellement accueillants. Les gens de la communauté sont tellement accueillants que c'est... Non, je me sens pas jugée parce que j'ai un côté blanc en moi. Mm-hmm. Ouais. Non, c'est vraiment super ça que tu... Je voulais savoir justement comment ça s'était passé parce que un autre petit plug ici, j'ai regardé un film qui est sorti, je pense, en 2019, ça s'appelle Kwesipan. OK. Et je pense que de Myriam Véro, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, je pense que c'est Myriam Véro qui a réalisé le film. Et ça suit l'histoire d'une jeune fille Innu qui tombe amoureuse d'un garçon blanc qui habite en dehors de la réserve de là où elle habite. Et elle vit un peu ce petit combat-là de comme je suis proche de mon peuple, je parle la langue, j'habite là, mais disons, mes intérêts m'ont amené vers quelqu'un qui est à l'extérieur. Et dans le film, il y a des petits accrochages à ce niveau-là, justement. Puis je voulais savoir, ça m'intéressait justement par rapport à ça, de voir comment ta partie blanche a été reçue, mais c'est très cool que ça soit positif, en fait. Ouais. Non, je me suis pas sentie jugée, pas du tout. On n'est pas dans Disney, dans l'histoire de Pocahontas. Non. Mais non, c'est sérieusement même auprès dans le cas de ma communauté, là, je sens qu'il n'y a pas vraiment de frustration. Tu sais, c'est vraiment de vivre en harmonie. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans les discours, là, de vivre en harmonie avec le peuple blanc, parce que oui, c'est les terres de nos ancêtres. Mm-hmm. Mais là, on doit apprendre toujours à partager. Donc, c'est ça qu'on veut faire aussi avec la réconciliation avec le gouvernement. C'est le partage, puis l'harmonie qui réside. Puis, comment est-ce que, justement, ceux qui ne sont pas touchés par cette réalité peuvent faire pour s'éduquer davantage puis s'impliquer dans ce combat qui est loin d'être terminé? Ah, ça, c'est une bonne question. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est juste le fait, mettons, d'écouter de la musique, de la musique traditionnelle, ou de la musique, même, il y a un rappeur, Samian, je ne sais pas si vous savez c'est qui. On va noter ça. Samian, donc, c'est un rappeur Anishinaabe. Ouais. S-A-M-I-A-N. Okay. Donc, c'est un rappeur, en fait, qui fait beaucoup de chansons puis qui parle de l'histoire des Premières Nations. Donc, tu sais, de s'informer puis aussi de s'intéresser à la culture. Au centre-ville, ici à Montréal, à McGill, on a le powwow des Mohawks. Mm-hmm. Donc, ça, tout le monde est bienvenu. Donc, peut-être vous intéresser plus aussi. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, des powwows? Oui, c'est une fête traditionnelle autochtone où est-ce qu'on va jouer du tambour, on va danser, il va y avoir des danses traditionnelles avec les habits. On va manger aussi du ragoût d'orignal. Donc, c'est vraiment agréable comme... Puis ça, c'est ouvert à tous. Il y a n'importe quelle nationalité peut se joindre. On est un peuple qui est très ouvert, puis c'est ça. Puis toi, est-ce que tu t'impliques dans ce genre d'événement quand tu as... Oui, ben moi, j'aime ça y aller. Okay. C'est sûr que j'aimerais avoir plus de temps, je m'impliquerais. Là. Ouais. Parce que là, je travaille, je fais une maîtrise aussi en même temps. Et t'es maman. Oui, je suis maman. Fait que oui, mais c'est sûr que plus tard, je me vois comme une aînée. Je vais aller... Le travail que tu fais à Service Canada, on en a parlé un petit peu rapidement au début. Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, rentrer pas super en détail, mais comme expliquer un peu ton quotidien et comment, surtout, tu t'es retrouvé à ce poste-là il y a un an? Ah, c'est drôle. Le poste, en fait, j'ai rencontré quelqu'un de mon équipe, mais je l'ai rencontré au Power, justement, à McGill. OK. Donc,
Elle était là, elle était en train de magasiner, je sais pas trop, des boucles d'oreilles ou je sais pas trop. Puis là, elle a commencé à parler avec ma sœur. Puis moi, ça faisait longtemps que je me cherchais un emploi, mais je voulais vraiment, tu sais, trouver quelque chose dans le milieu autochtone. Fait que ça a juste été un drôle d'addon. Puis je pense que ça a été comme un cadeau de la vie, en fait, de pouvoir me retrouver là. Est-ce que vous voulez que j'explique un petit peu ce qu'on fait? Oui, bien sûr. S'il te plaît. Donc, Service aux Autochtones Canada, en fait, c'est un nouveau ministère qui est né, je pense, il y a peut-être 1 an. Moi, je travaille dans l'équipe liaison. Donc, je travaille avec des agents qui ont chacun une communauté à s'occuper. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment favoriser l'autonomie des communautés. Donc, l'objectif de l'équipe, dans le fond, c'est de faire le pont, la liaison entre les services offerts par le gouvernement en matière de santé et les Premières Nations, les communautés. Donc, nous, on est vraiment le point de contact entre les deux. Puis, c'est ça, ce qu'on fait, c'est vraiment, on va essayer de connaître les besoins spécifiques à chaque communauté pour adapter un petit peu les services offerts, puis vraiment de favoriser l'autonomie et de leur donner le plus de liberté possible dans la gouvernance, dans leur processus de gouvernance. Donc, c'est ça qu'on fait, en gros, dans mon équipe. Est-ce qu'il y a... Là, c'est mon background en Sciences Po. Là, est-ce qu'il y a des changements, là, après 1 an, tu le sais peut-être pas, mais est-ce qu'il y a des changements de financement et d'ambiance après une élection? Est-ce qu'un gouvernement tel X affecte comment c'est géré? Ou peux-tu en parler, si tu peux? Je peux pas parce que ça fait même pas 1 an que je suis là, mais c'est sûr que oui, dans le fond, la direction, c'est les décisions proviennent de la direction. Fait que je sais pas, je peux pas répondre vraiment si ça l'a affecté parce que ça fait pas assez longtemps que je suis là, mais est-ce qu'on t'aurait peut-être mentionné, par contre, qu'il y a plus de fonds disponibles depuis une certaine période, qui sont plus de fonds alloués, par exemple, à ton ministère? Oui, c'est sûr que des fois, quand il y a des besoins spécifiques, il y a des fonds qui sont plus alloués pour pallier à ce besoin-là. Mais je peux pas non plus, ici, je peux pas rentrer dans les détails de comment on finance puis tout Bien ça, sûr. parce que c'est quelque chose qui est confidentiel, mais... Je comprends. Vas-y. Tout à l'heure, tu mentionnais que vous êtes quand même une minorité provenant des peuples autochtones dans ton ministère. Oui. Est-ce que c'est fréquent qu'on va vous solliciter en dehors de votre description de tâches pour certains projets? Oui, en fait, moi, quand on m'a demandé d'être la coprésidente des employés autochtones, c'était... Dès qu'il y a un nouvel employé qui est autochtone, on l'invite au comité. Fait que, oui, c'est ça. Il y a quand même des choses qui se mettent en place dans l'organisation à l'interne pour, justement, comme favoriser plus de candidatures autochtones. Parce que, je pense que, malgré le fait que le gouvernement, autrefois, a agi de manière déplorable, je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des Autochtones qui travaillent dans le gouvernement pour s'assurer que les besoins puis les désirs des peuples autochtones soient respectés dans les processus puis aussi dans le développement de la stratégie. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi. Puis ça amène une crédibilité aussi. Oui, c'est ça. Sans vouloir nous lancer des fleurs, mais c'était pour ça aussi qu'on voulait que tu sois là. C'est parce que on se disait, on veut parler de ces enjeux-là. Ça se fait bizarrement si on invite personne qui le vit. Tous ces trucs-là, on aurait l'air d'hypocrite, enfin, pas d'imposteur, pardon. Pas d'hypocrite, mais... Oui, mais j'étais vraiment contente que tu aies pu entendre ma voix dans le cours qu'on suit ensemble. On voit que ça peut mener quelque part. Je suis vraiment contente d'être ici. Là. Ça revient un peu aussi ce qu'on disait avant le podcast, la nomination de M. Lafrenière. Oui. C'était pas... personnellement, je trouvais pas que c'était comme quelque chose... C'était pas la meilleure décision que le gouvernement a pris, mais... Mais
C'est quasiment une insulte, C'est là. ça. Honnêtement. Ouais. Je vais y aller. pas OK, dire, je vais y aller. Vous m'avez dit que j'ai le droit de parler avec Parle des comme gros tu mots. veux, vas-y. Je me Vas-y. fâchais un peu, mais tu sais, c'est quasiment... tu sais, quasiment rire des peuples autochtones, là, Ouais. parce que c'est une personne qui a passé sa vie à nier au profilage racial dans la Dans la SQ. SPVM. Là. Ah, SPVM, pardon, oui, c'est Oui, vrai. c'est ça. Mhm. Tu sais, donc, c'est quasiment une joke là, qu'on a faite en mettant ce monsieur-là à la tête Mais oui. du ministère des Affaires autochtones. Même aussi, ça va encore plus loin. Si on pense à la formation des policiers qui n'est Ouais. même pas adaptée. Je sais que j'ai lu tout récemment que le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et de Bécomo allait avoir une parcelle d'adaptation Ah oui. face à la réalité des peuples autochtones, ce qui est merveilleux. On fait un pas en avant. Oui. Mais c'est fou que ça commence maintenant. Oui, c'est Puis- triste parce que la police de Val-d'Or, tu sais, ça a été reconnu là, que c'est comme un des pires systèmes de police envers les Autochtones. là. Tu sais, il y a eu beaucoup de cas où ils ont laissé justement des femmes sur le bord de la route quand il faisait moins 40, tu sais, des choses comme ça. Ils ont, beaucoup de maltraitance envers les Premières Nations. Fait que je pense, en tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle quand même qu'il y ait des formations spécialisées. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à changer les choses. Je pense que ça peut être une piste de solution. Tu sais, d'y aller en amont, donc d'aller vraiment dans les formations en premier. Puis ça, c'est pas juste auprès des policiers, là. Tu sais, c'est dans tout ce qui est institution, là. Institution, tu sais, on l'a vu, là, les infirmières, là, comme avec Just Echaquan, là, comme qu'est-ce qui s'est passé, là, les insultes racistes et tout ça. Ça a été permis parce que le système l'a permis à la base. Fait que c'est vraiment un enjeu qui est systémique. Puis ces insultes-là, elles sortent pas nécessairement de juste cette infirmière-là. Elle l'a appris quelque part. C'est ça. Elle le sait. Puis elle a grandi en pensant en tout cas que c'est correct de le dire. Exactement. C'est quelque chose qui devrait même pas être dans les institutions. Donc, pour changer ça, je pense que ça va prendre vraiment des actions concrètes, puis aussi un système de punition. Donc, vraiment puis de montrer à tout le monde que c'est inacceptable. Ouais. Donc, de pas juste la suspendre, mais tu sais, qu'il y ait vraiment des... C'est parce que là, il y a quelqu'un qui est décédé aussi, là. Puis, je pense aussi que c'est un système qui doit être beaucoup plus diversifié. Ouais. Tu sais, les décisions proviennent tous d'hommes blancs à tête blanche, catholiques, tu sais, comme... Ouais. Ouais. Il faut qu'on favorise la diversité, là, Mais c'est pour ça aussi que je fais ma maîtrise. J'espère qu'avec une maîtrise, je vais pouvoir avoir un poste qui a plus de pouvoir. On espère te voir au Sénat un jour. J'espère. Ça serait beau, mais... Ouais, ça, je pense que ça pourrait être quelque chose qui est intéressant aussi, de mettre une personne autochtone à la tête d'un ministère ou quelque chose, mais... Mais oui. On va peut-être en venir là un jour, mais il y a encore du travail à faire. Penses-tu que c'est l'idée de defund de police qu'on entend depuis cet été avec le mouvement Black Lives Matter? Est-ce que ça peut être un truc, et là je mentionne pas defund dans le sens où on enlève des ressources, mais de les allouer ailleurs, de prendre ces ressources-là et les mettre dans d'autres services qui ne toucheraient peut-être pas nécessairement j'arrive avec un fusil puis j'essaie de régler un problème, tu comprends? Peut-être des cours de sociologie, de travail social pour que peut-être déjà même l'image d'un policier de la SQ ne soit pas associée à je viens faire du mal à votre communauté, et cette personne-là ait une meilleure formation sur c'est quoi les choses qu'ils doivent faire pour les aider. Est-ce que c'est un truc qui pourrait aider, tu penses-tu? Moi, je pense qu'absolument qu'il y a d'avoir d'autres formes d'autres visages là, représentatifs de figures d'autorité. Puis, justement, qu'on développe plus aussi les compétences d'intelligence émotionnelle auprès des policiers pour que vraiment qu'on comprenne la réalité aussi. Puis, pas juste d'intelligence émotionnelle, mais aussi de compréhension de la réalité, d'empathie, plus d'empathie aussi. Ça, c'est quelque chose qui va pouvoir aider beaucoup la situation. Oui. Parce que, on parle
de plusieurs fléaux ici. On parle du fléau des préjugés, on parle d'aider les enfants, on parle d'aider les femmes et on touche même les policiers. Donc, ça fait quand même une belle liste d'épiceries à faire pour les générations futures. Et je pense que c'est déjà un pas en avant de les nommer, ces problèmes-là. Mais il ne faudrait pas que ce soit aussi des paroles en l'air. Et que ce ne soit pas un truc de 2020, là, parce que c'est la mode. Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui doit être stagnant dans le temps. Je pense que c'est de toujours se rappeler. Si on veut aller de l'avant, là, c'est pas, comme tu dis, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est quelque chose qu'on doit plus fortifier. Mais je pense qu'aussi avec le soutien des citoyens, ça pourrait être quelque chose aussi qui va aider beaucoup. Là. Moi, je suis allée à la manifestation au centre-ville pour Just Echaquan, puis j'étais vraiment... Ça m'a beaucoup touchée de voir qu'il y avait pas juste des Autochtones, mais des Noirs, toutes sortes d'ethnies. Donc, c'est vraiment très touchant. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients de la réalité des Autochtones. C'est ça. Puis de ne pas avoir peur d'en parler. Puis je pense, on disait ça au début, c'est normal. Je comprends le sentiment quand même je ne veux pas leur donner des trucs, mais je comprends le sentiment du gouvernement, le ministère de l'Éducation, de ne pas vouloir en parler parce que ça les fait mal paraître. Ouais. Je comprends ça, mais à la fin, tu veux qu'on se souvienne de toi comment? Comme le gouvernement qui a caché une partie, ou tu veux être celui qui l'a montré, qui a mis la lumière dessus et qui se promet et qui va le faire de changer quelque chose, tu comprends? Ouais. Donc, arrêter de se voiler la face aussi. On voit ça aussi beaucoup. Mettons M. François Legault qui refuse de reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de racisme. Mais ce qui est arrivé à Tout le monde en parle dans les semaines qui ont suivi. Oui. Elle aussi, elle refusait de le dire. Elle a donné la définition exacte de ce que c'est. Mais c'était pas ça. C'est parce que les gens vont... Tu sais, souvent, j'entends ça, il n'y a pas de racisme systémique au Québec parce que les Québécois ne sont pas racistes. Il y a une différence entre le racisme systémique et le racisme systématique. Systématique, c'est que tout le monde est raciste. C'est pas ça ici. Là. Non. On le voit, il y a beaucoup de gens qui sont conscients de la réalité de plus en plus, mais racisme systémique, c'est dans les institutions qu'on parle. Oui. C'est ça, le racisme systémique. C'est la manière que les politiques, les pratiques sont faites. Donc, puis aussi les systèmes de punition, comme j'ai parlé tantôt, qui... Je pense que c'est sans oublier le fait qu'il y a différents degrés de racisme. Oui, exactement. Il y a celui qui est flagrant, qui est dans un règlement et de la diffamation. Mais à l'inverse, si c'est des pratiques un peu dans une équipe, c'est ce genre de trucs-là qui doivent changer. Exactement. Puis il faut être de plus en plus conscient aussi des conséquences de tous les niveaux de formes de racisme et de discrimination. Là. 100%. Parce que qu'est-ce qui est arrivé à la Tikamek, Mme Echaquan, ça a été vraiment à l'extrême, mais il y a des choses qui passent beaucoup, beaucoup inaperçues. Là. Exact. C'est ce qui est malheureux. En fait, c'est un cas dont on a appris, mais il y en a combien dont on n'a pas entendu parler? Oui, puis on l'a appris pourquoi? Parce que elle a eu le courage de mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, parce que c'est pas la première fois là, qu'il y a des choses comme ça qui se produisaient. C'est juste parce que là, les gens ne savaient pas. Là, ça a ouvert les yeux à tout le monde, tu sais. Mais oui. C'est pour ça qu'on... Même, encore une fois, nous parallèle avec le Black Lives Matter, on se choque parce qu'on a des vidéos. Et combien ne sont pas filmés? Et puis, c'est comme... Là, c'est une façon de mettre et regarder, là. Là, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai. Là, on en parle depuis tant d'années. On est mis sur le fait, là, en ce moment. Exactement. Mais je pense aussi qu'on est quand même chanceux d'être dans une génération qui voit un élan de solidarité grâce au mouvement des médias sociaux. Exactement. C'est vrai que c'est quand même une belle force. C'est peut-être ça qui va faire la différence entre les générations précédentes qui n'étaient peut-être pas éduquées. Si on regarde ceux, justement, qui sont considérés peut-être un peu plus racistes. Ils ont pas eu cette éducation-là, puis nous, on est choyés de baigner là-dedans. On a plus d'ouverture au monde avec la technologie puis les réseaux sociaux. On est très chanceux là, d'avoir ça. C'est une force qu'on a en tant que société maintenant.
J'ai une question pour toi. Vas-y. Je saute du coq à l'âne, là. Je vais retourner à ton expérience quand tu es allé dans ta communauté. Peux-tu, s'il te plaît, rappeler où est-ce que c'est quoi le nom de... Donc, c'est la nation Anishinaabe du lac Simon, qui est située dans le parc de la Vérandrie. Donc, pas loin de Val-d'Or, en fait. Ouais. Maintenant, question peut-être un petit peu personnelle, tu me dis, tu m'arrêtes si tu... est-ce que, en tant que quelqu'un qui a été dans le système, donc DPJ, puis famille d'accueil et autres, tu as mentionné tantôt comment ce sentiment de communauté-là, c'est un truc qui t'a choqué dès le début. Tu sais, je rappelle l'histoire de la poutine. Et est-ce qu'il y a des valeurs familiales qui te manquaient justement dans ton enfance, que tu as pu remarquer en arrivant dans ces communautés-là, un truc, genre, tu vois, ça j'aime ça. Ah oui, ben oui, c'est ça, comme... Juste le fait... Si quelqu'un vit une difficulté, ben c'est tout le monde qui la vit, tu sais. Ça, c'est sécurisant aussi pour quelqu'un, là. Tu sais, imaginez, tu vis quelque chose de difficile, mais tu sais que tu as l'appui de tout le monde. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment ici à Montréal, je pense, là. On connaît même pas le nom de nos voisins ici. Oui, c'est ça. Tout le monde est vraiment dans leur... c'est plus individualiste. Très, très individualiste, tandis que dans la communauté, c'est... Tu peux rentrer quasiment chez les gens sans cogner. Tu sais, il y en a... Tout le monde est avec tout le monde est content de se voir. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'étais comme, tu sais, j'aurais aimé ça, vivre ça, moi aussi, là. Tu disais aussi que la femme était vue différemment? Oui, ben c'est comme j'expliquais tantôt, dans la culture autochtone, en fait, chacun a sa place. Autant l'aîné qui apprend, qui apprend aux plus jeunes, qui a beaucoup d'enseignements à apporter, que l'enfant qui... Tu sais, chaque individu a sa place. La femme, très précieuse, c'est elle qui porte la vie, qui donne naissance. Puis même... C'est ça. Est-ce que ça déconstruit un peu l'image patriarcale qu'on a dans la société québécoise? Oui, vraiment. C'est pas du tout la même mentalité. Il n'y a pas personne qui est supérieur à quelqu'un d'autre. Comme chacun, on est tous sur le même pied d'égalité. Ouais. Et vas-y. Je pense que tu allais dire quelque chose. Excuse-moi. Ouais. Non, vas-y. Est-ce que au niveau religieux, est-ce que tu as fait des démarches pour aller plus loin là-dedans aussi? Parce que je sais que tu parlais du sauge sur le balcon, donc je sais que c'est spirituel et tout. Est-ce qu'il y a un... je sais même pas où comment je vais m'en aller, mais est-ce que tu te sens-tu plus près spirituellement aussi? OK. Tu veux savoir où j'en suis au niveau spirituel? Oui, peut-être. OK, regarde. Tantôt, je porte une croix ici, là, quand même, dans mon cou. OK, d'accord. Fait que, j'ai été à l'église catholique. Je connais la religion. C'est quelque chose qui m'apportait beaucoup, beaucoup de bien. Mais pour vrai, de plus que je connais ma culture, plus que je vois les bienfaits que ça a dans ma vie. Donc, je pourrais pas te dire, je peux pas dire non plus que je ne suis plus catholique, que je crois. J'aime la... C'était pas là où je voulais en venir. Non, okay. Je voulais juste voir si tu laissais une plus grande place maintenant à cette autre part de spiritualité. Ah oui, vraiment, vraiment. Oui. C'est quelque chose c'est rendu un outil que j'ai, là. C'est une force que j'ai. Je me sens comme une warrior, là, avec ça. Je me sens comme une guerrière. Ah ouais. C'est vraiment super, ça. Ouais. Génial. Voilà. Ouais, on a fait le tour. Ouais, Juliane, c'était illuminant. Je pense mon Dieu, merci. J'ai adoré. On a été des vraies éponges. On a tout absorbé ce que tu nous as dit. J'ai tout aimé. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir partagé mon vécu, puis de pouvoir éduquer, puis de transmettre la vraie information. C'est quelque chose que je veux toujours continuer de faire. J'ai demandé à une aînée l'autre fois, comment tu fais pour vivre avec la frustration? Parce que des fois, je vois des commentaires super racistes ou sur les...
Puis ça me frustre. Puis là, je demandais à une aînée comment qu'elle faisait, puis elle m'a dit c'est en éduquant. Toujours en éduquant. En éduquant. Puis je le fais, puis ça me fait tellement du bien. Fait que... Puis nous, je pense que notre mission, ça va être d'être juste le pont entre toi et les autres. Puis peu importe si tu as des ressources supplémentaires à nous offrir suite au podcast, ça va nous faire plaisir de les partager sur les médias sociaux du Forum des Affaires mondiales. Oui. Que ce soit le site de Services Auto-Canada. Ben oui, ça va me faire plaisir de vous envoyer... les Power de McGill et autres. Là. Ouais. Oui, on va être là. Ah, merci beaucoup. Franchement, c'était vraiment super. J'ai vraiment apprécié. Je suis super contente d'être venue parler ici avec vous. Donc, merci. Super. Ben, merci à toi. Merci.